Russiske kampvogne her har krydset grænsen til Ukraine tidligt i morges. Ruslands præsident Putin bekræfter, at han har sat militæroperation, som man kalder det, i gang. Der er nu krig i Europa. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa blitt mer spent. Il y a de quoi s'inquiéter pour les infrastructures maritimes. Les navires civils peuvent jouer un rôle majeur dans les opérations hybrides en Norvège. Une guerre hybride évolue à la frontière entre la guerre et la paix. Nous savons que la Russie mène depuis longtemps des opérations d'espionnage. Vous faites de la désinformation. Vous n'informez pas la population danoise. La désinformation russe est un danger pour les pays scandinaves. Au printemps 2022, un groupe de journalistes scandinaves commence à enquêter sur les opérations des services secrets russes en Scandinavie. Leurs recherches débutent quelques mois avant les attentats contre les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre 2022. Merci de nous avoir rejoints. La cellule de crise danoise a convoqué une réunion. La première ministre qualifie la situation de sérieuse. Comme vous le savez, 3 fuites ont été décelées sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique près de Bornholm. Ces 3 points jaunes représentent les fuites. En bas, c'est Nord Stream 2, où la première fuite est apparue dans la nuit de dimanche à lundi. Au-dessus, les 2 fuites de Nord Stream 1, qui datent de la nuit dernière. Voici une vidéo du ministère danois de la Défense. Oh merde. Putain. On se croirait en guerre. Det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger. Der er ikke tale om uheld. Bonjour tout le monde. Nous sommes à 1400 mètres au-dessus de la mer Baltique, à environ 20 km au sud-est de Bornholm. À ma droite, je distingue la fuite et le lieu de l'explosion. Le gaz remonte à la surface. C'est vraiment dramatique. Ça bouillonne comme un volcan sous-marin. C'est terrifiant. Cette unité de la marine britannique a participé à la préparation et à la mise en œuvre d'une attaque terroriste en mer Baltique. Le 26 septembre de cette année, sur les gazoducs de Nord Stream 1 et 2. Je n'ai rien à répondre aux allégations absurdes du président Poutine, selon lesquelles nous ou d'autres alliés aurions une quelconque responsabilité. Le coupable le plus probable est le seul pays qui aurait quelque chose à gagner à cette situation, à savoir la Russie. I forrige uke så skrev den amerikanske journalisten Seymour Hersh at USA med hjelp av Norge var ansvarlig. Le gouvernement américain ne le reconnaîtrait jamais. Jamais. Comment le pourrait-il? Og samtidig fortæller flere tyske medier om en professionel gruppe, der foretog sprængningerne ved hjælp af en båd. Wie plausibel ist das Ganze, dass ein kleines Team von 6 Personen eine derart große Operation ausführt? Führt die Spur der Anschläge in die Ukraine oder legt hier jemand eine falsche Fährte, die Bundesregierung zugeknüpft? Men de samme anonyme kilder siger også, at det kan være nogen, der forsøger at få det til at se ud, som om der er en ukrainsk forbindelse. Je vais rencontrer notre source britannique. Elle dispose de nouvelles informations au sujet de Nord Stream.
Je suis un ancien officier des services secrets de la Royal Navy. J'ai passé 32 ans sur et sous l'eau. J'ai pris ma retraite en 2018. Alors, pour m'occuper, j'ai essayé de localiser des bateaux et des sous-marins russes. Et pour cela, j'ai utilisé Internet et des informations en accès libre. J'ai vite remarqué que quand on sait où chercher, on peut glaner pas mal de données secrètes sur les déplacements et les activités des navires russes à partir de ces sources. Depuis 2 ans et demi, j'observe donc la flotte russe de la mer Baltique. Et c'est la seule fois où j'ai vu ces types opérer dans cette zone. Un bateau de recherche en particulier, le Sibiriakov, a attiré mon attention. Il est équipé d'un système de câbles, ce qui peut faire de lui un navire de soutien sous-marin. On ne sait rien au sujet de ses capacités sous-marines. L'important, c'est qu'il est en mesure d'effectuer une surveillance sous-marine. Ces opérations lui permettraient, si nécessaire, de lancer un petit véhicule sous-marin. Pour lui, ce serait la routine de faire ça. Et il en est parfaitement capable. Ça, c'est un mécanisme de lancement. On a déjà la structure pour positionner les câbles. Le Sibiriakov a quitté le port très tôt le 1er juin. Il a mis le cap vers l'ouest et il a passé 1 journée et demie en mer, au large de la côte est de l'île d'Ogland. Il est fort probable qu'il ait accompagné le sous-marin russe de classe Lada Kronstadt à travers le golfe de Finlande. Au matin du 3 juin, j'ai entendu le sous-marin appareiller. Comment ça entendu? Par radio. Le Sibiriakov a accompagné le sous-marin avant de continuer vers le sud. Comme d'habitude, il établit le contact avec Kaliningrad. Le 10 juin, le Sibiriakov a entamé des manœuvres qui ont éveillé mes soupçons. Il a contacté un autre navire, ce qui est très inhabituel. Je pense que le Sibiriakov a reçu un nouvel ordre de mission. Il a quitté sa zone d'entraînement. Il se trouvait alors au sud-est de Karlskrona, en Suède, et à environ 45 000 marins de l'île de Bornholm, au Danemark. Non loin, donc, de l'endroit où allaient avoir lieu les explosions les plus au nord. Au cours de la soirée, il a remis le cap vers l'est, chose très surprenante. Les 14 et 15 juin, il a effectué 2 boucles. Mon hypothèse, c'est que le Sibiriakov a mené des opérations à vitesse réduite au-dessus des gazoducs Nord Stream. J'ai donc décidé de vérifier s'il y avait d'autres activités suspectes. Je suis remonté dans le temps et j'ai compulsé les données radio. Le 4 juin, un navire hydrographique a quitté Lomonosov et mis le cap sur le nord-est, vers l'île de Bornholm. Il a mené des opérations à environ 25 000 marins au nord-est de Bornholm, à proximité du lieu des explosions du Nord. Quelle est la probabilité que 2 navires de surveillance sous-marine opèrent à 7 jours d'écart à l'endroit où allaient survenir les explosions de Nord Stream 2? Il faut bien comprendre que la situation sécuritaire a changé.
перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? В международных делах все чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре. И это, конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть. Никто не чувствует себя в безопасности. Après la guerre froide, l'Occident a voulu voir la Russie comme un partenaire constructif pour le commerce notamment. Mais la Russie a changé. On l'a constaté dès le discours de Vladimir Poutine à Munich en 2007, puis en 2008 avec l'invasion de la Géorgie, en 2014 avec l'invasion de la Crimée, et puis il y a eu le 24 février 2022. La Russie ne veut pas coopérer avec les Occidentaux, elle cherche la confrontation. Dans ce contexte, nous devons donc la considérer comme un acteur. En janvier 2022, le système de câbles sous-marins de Svalbard a été endommagé. Det fortsatt ikke klart hva som har forårsaket bruddet på den ene fiberkabelen mellom Svalbard og fastlandet. På kort tid har 2 forskjellige sjøkabler blitt skadet i Norge. Ces câbles sont importants pour l'archipel, mais aussi pour la planète entière. Car tout près de Longyearbyen se trouve l'une des plus grandes stations satellites de la planète. Tous les signaux qui y sont réceptionnés, qu'il s'agisse de données météorologiques, d'images du trafic aérien ou maritime, sont ensuite transférés par ces câbles. Pouvoir siphonner un câble qui achemine une telle quantité de données est forcément intéressant pour des services secrets. J'ai développé un dispositif qui capte les signaux du système d'identification AIS. Ça permet de suivre les déplacements des navires dans un contexte plus vaste, et aussi dans le passé. Le système AIS est obligatoire pour tous les bateaux de pêche à partir d'une certaine taille. Un navire se démarque, le Melkart 5, un chalutier russe. J'ai suivi sa trajectoire parce qu'elle m'a semblé bizarre. Le traçage AIS montre que le Melkart 5 a franchi le câble du Svalbard à de nombreuses reprises avant que celui-ci ne soit endommagé. Plus de 130 fois, dans un sens et dans l'autre. Ça ne peut pas être un hasard, parce que c'est un itinéraire totalement illogique pour un chalutier. Il y avait peut-être de grandes quantités de poissons sur place, mais de là à traverser plus de 130 fois cette zone plutôt restreinte, je ne suis pas pêcheur, mais ce n'est pas une activité normale pour un chalutier.
Je m'appelle Anders Henriksen et je suis le responsable du contre-espionnage danois. Nous savons que la Russie mène depuis longtemps des opérations d'espionnage au Danemark. La Russie recueille du renseignement avant tout dans le but d'agrandir sa marge de manœuvre en matière de politique étrangère et de sécurité. Il y a eu un bon exemple. Un opérateur radio transmet sa position et son interlocuteur répond par un message crypté. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont deux à être de faction. De quoi? Deux opérateurs qui sont de faction en même temps. Les deux hommes utilisent un manipulateur Morse. L'un est expérimenté, l'autre est débutant. Et pourquoi c'est important? Les conversations normales ne sont pas cryptées. Quelque chose est donc censé rester secret. Ça suggère que ce bateau n'est pas là que pour la recherche hydrographique. Et pourquoi d'autre alors? De la surveillance sous-marine, de câbles, de gazoducs et de la topographie de fonds marins également. Ils sont non seulement en mesure de cartographier les infrastructures, mais ils ont aussi créé une flotte pour les attaquer. Une flotte pour attaquer les infrastructures? Oui, c'est la mission du Googie. Le Googie est une organisation militaire russe et un programme de cartographie des infrastructures sous-marines occidentales. Il a à sa disposition des navires, des sous-marins et de petits submersibles. Le Googie a pour ambition de cartographier les fonds marins par lesquels passent ses propres sous-marins, mais aussi pour être prêt à intervenir rapidement en cas de conflit. Par exemple, pour pouvoir acheminer des explosifs près d'un câble sous-marin ou d'un gazoduc. Et en cas de conflit ou de guerre en Europe du Nord, les activer depuis un bateau. Les navires du Googie ont cartographié les infrastructures scandinaves avec une grande précision. Il serait naïf de le nier. On a vu passer énormément de sous-marins et de bateaux porteurs de submersibles ces dernières années, en mer Baltique, dans le passage du Skagerrak, en mer du Nord, en mer de Norvège et dans la mer de Barents. En cas de conflit, le but est de détruire les infrastructures. D'après nos sources, le navire russe amiral Vladimirsky a traversé la baie de Kattegat la nuit dernière. Son système d'identification automatique AIS a été coupé. C'est donc ce que notre source appelle un navire fantôme. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez parler? Oui. J'ai essayé de comprendre pourquoi il s'est arrêté dans cette baie. Normalement, ça n'arrive jamais. Ces bateaux ne séjournent jamais au large de l'île d'Anholt. J'ai donc cherché pourquoi. Comme vous l'avez dit, il y a un parc éolien dans cette région. Je suis parti de là et j'ai suivi toute la trajectoire du bateau. Depuis qu'il a quitté le port, il y a un lien inquiétant entre sa position au large du Royaume-Uni et l'emplacement de parcs éoliens. Je vois.
Et à 13 h, vous recevrez une nouvelle localisation et vous me la transmettrez par SMS pour qu'on évalue la situation sur place. Oui. J'espère avoir des nouvelles d'ici 19 minutes. Si ma source garde le contact, je devrais recevoir ça. Très bien. À environ 20 000 marins, donc. Un bateau espion russe. Apparemment, il cartographie les infrastructures danoises en ce moment même. Nom de Dieu. C'est impressionnant. J'espère que la caméra tourne. On est à quelques centaines de mètres à peine du Vladimirsky. On filme tout, même les antennes, comme notre source nous l'a conseillé. Je vois des membres de l'équipage sur le pont. Je crois qu'ils nous observent. C'est très étrange comme situation. Presque effrayant. Ils nous regardent vraiment. Il y a un type avec... Quoi? Un fusil. Un fusil? Ils nous visent. Ils sont armés là-haut? Oui. Faites demi-tour. Ils sont armés. Ils nous filment. On a ce qu'il faut? Alex, on s'en va. Lentement. On est à quelques 1000 marins des îles de Sealand et Samsø. On est dans les eaux territoriales danoises et un marin russe nous montre son arme parce qu'on l'a filmé. Alors qu'on est dans notre bon droit. Incroyable. Politiet har etterforsket 2 kabelbrudd I Norge på kort tid, og begge ser ut til å bli henlagt. La police s'est penchée sur l'affaire, mais elle n'a pas rassemblé suffisamment de preuves pour poursuivre les chalutiers russes. Nous avons eu accès aux images des fonds marins détenus par la police. Ça, c'est le panneau de chalut, à la poupe du bateau. Et là, c'est la partie du panneau qui est en contact avec le sol marin. C'est ça qui a laissé les traces? C'est ce que nous pensons. Sur les images du robot sous-marin, on distingue clairement des sillons. On suppose qu'il s'agit de traces laissées par un chalutier. Pour pouvoir poursuivre quelqu'un pour délit, il faut un motif juridique. Mais dans ce domaine en particulier, notre loi est complètement dépassée. La dernière remonte à 1884. La police ne peut donc rien faire. Les dégâts causés sur ces câbles montrent que les chalutiers russes font peut-être plus que pêcher. Les eaux internationales sont immenses et la législation est inadaptée.
Kirkenes est l'un des rares ports européens qui accueille encore des bateaux de pêche russes. C'est la ville norvégienne la plus proche de la frontière russe. Nous sommes à 220 km de Mourmansk, une grande ville où est stationnée la flotte nucléaire russe. Pour nous, Kirkenes a toujours été une ville capitale pour comprendre les Russes. De nombreux navires russes viennent y faire le plein, effectuer des réparations ou encore débarder le poisson. Il y a 2 heures, un chalutier russe, le Sevriba, a accosté à Kirkenes. On le suit depuis un bon moment, car lorsque les 2 câbles du Svalbard et des Vesterålen ont été endommagés, le Sevriba et 2 autres bateaux se trouvaient sur place, à chaque fois. Les bateaux espions ont avant tout été construits pour collecter des informations électroniques ou acoustiques sous l'eau. Toutefois, les navires civils peuvent aussi être utilisés pour glaner des données. Ils paraissent tout à fait normaux, mais transportent des agents secrets à leur bord, ou sont dotés d'équipements spéciaux. Certains possèdent des antennes qui sortent de l'ordinaire. Sans parler de ceux qui présentent un comportement ou des déplacements inhabituels. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez approché le Vladimirsky? Vous étiez nerveux? C'était tendu. Ils nous regardaient fixement. J'ai hésité à agiter la main, c'est ce qu'on ferait en temps normal, mais ça aurait été une mauvaise idée. C'était intimidant, j'imagine. Oui, très intimidant. Voici la trajectoire de l'amiral Vladimirsky. Le voilà. Il part de là. Le 4, il traverse le Grand Belt. Je l'ai repéré sur des images. Il passe par le Skagerrak, puis entre en mer du Nord, pour atteindre le Moray Firth, en Écosse. Là-bas, il y a un grand parc éolien qu'il longe très lentement. Puis il quitte la région, en mettant le cap vers le sud. La seule chose que je vois dans cette zone, c'est une autre centrale éolienne. Ensuite, le bateau longe la côte est de la Grande-Bretagne. J'ai vérifié ses activités là-bas. Et j'ai remarqué qu'à l'est de Londres se trouvent encore 3 ou 4 parcs éoliens. Il passe ensuite ce point, au large de la côte nord des Pays-Bas. Là, il y a un autre projet éolien d'envergure. Au total, on en est à 7 centrales éoliennes visitées lors de cette mission. Il repart vers l'est. Il s'arrête quelques jours. C'est là que vous l'avez croisé.
Je suppose que la Russie veut savoir comment il est possible de perturber la production électrique des parcs éoliens occidentaux. Les données collectées sont transférées à des analystes en Russie, dont la mission est de chercher des points faibles. Au moment propice, ils s'en serviront comme d'une arme économique. Quelles seraient les conséquences d'une panne généralisée à Copenhague ou à la Bourse de Londres? Il y a de quoi se faire du souci. D'une part, nos eaux territoriales sont très vastes. Et d'autre part, nous avons de nombreuses infrastructures difficiles à protéger autour de la Finlande, de la Suède, du Danemark, de la Norvège et du Royaume-Uni. Si des dispositifs de surveillance ou des explosifs sont placés sur les câbles de fibre optique, ils resteront quasiment indétectables avant d'être activés lors d'un conflit. Nous avons montré le parcours de l'amiral Vladimirsky à des experts pour connaître leur avis sur son éventuelle mission. Ce navire était censé cartographier de nouvelles structures ou des changements pour préparer au mieux une possible attaque. Un bateau comme celui-ci a pu s'acquitter de nombreuses missions de cartographie de ce genre. Nous avons quitté Getzer, ici, direction le parc éolien de Nysted. Nous pouvons naviguer librement tout autour, et même le traverser. Il est possible de passer entre les éoliennes. On peut passer au milieu? Oui. Les parcs sont ouverts et sans protection. On pourrait très bien placer des objets sur les éoliennes ou au fond de la mer. Je crois qu'il pourrait arriver exactement la même chose que pour Nord Stream. L'objectif évident consisterait à cartographier les câbles électriques sous les parcs éoliens. Ces parcs ont été conçus pour être très résistants, mais ils présentent de nombreuses vulnérabilités aux attaques humaines. Il suffirait d'une bombe positionnée près d'un faisceau de câbles pour neutraliser un parc entier. Il y a en particulier le transformateur et les câbles de chaque turbine menant au transformateur. Ensuite, un unique faisceau de câbles relie le transformateur aux côtes. Cette région située entre la mer du Nord, la mer Baltique et la baie de Kattegat assumera bientôt l'essentiel de la production électrique d'Europe et donc de Scandinavie. Et c'est précisément cela que ce supposé bateau espion russe est venu étudier. Ces déplacements montrent la volonté d'explorer les infrastructures des parcs éoliens offshore. Il a passé 3 jours à naviguer très lentement du côté de l'Écosse, à une vitesse d'un nœud. Il est resté là-bas plusieurs jours. Quelques projets sont à l'étude à cet endroit. Et il y a un grand parc éolien offshore. Ensuite, le bateau met le cap vers la Manche, il ralentit et il fait demi-tour. Et son AIS s'est éteint? Oui. Son système d'identification est resté désactivé pendant tout ce temps. Si on sait tout ça, c'est seulement parce que James l'a entendu. Ici, c'est l'un des plus grands projets d'infrastructure du Danemark.
C'est sans doute là que sera construit le plus grand parc éolien d'Europe. Avec en plus des îles artificielles pour stocker l'énergie éolienne. Ces infrastructures constituent l'un des points faibles de nombreux pays européens. Elles sont très difficiles à protéger. Et jusqu'à présent, ces pays ne sont pas préparés à les défendre. Но англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях Северного потока, которые проходят по дну Балтийского моря. Toute une série d'articles a surgi sur les différentes plateformes gouvernementales russes. C'est la Pologne qui est à l'origine de ces actes de sabotage, puis l'Allemagne, la Lituanie. Les États-Unis sont coupables, et même l'Ukraine. Assez rapidement, ils se sont concentrés sur les États-Unis et la CIA. L'affaire Nord Stream a envahi les groupes de fake news. À la vitesse de la lumière. Så nu vil vi sørge for, at befolkningen er klar over, at det er USA, der stod bag terrorangrebet Nord Stream. Og skal Danmark ud af NATO. NATO er en terrororganisation, og vi skal ikke have mere terror. Krigen har altid været imod befolkningen, og USA har slået 30 millioner mennesker ihjel siden 1945 i krigen, det har startet. Fucking nazist-svin. Og det var så ordene. Ja, jeg er vred. Det er godt derude. Når man ser på folk, der indgår i de her netværk, så er det jo Les vigtigt gens at qui have sont sig for actifs sur øje, ces at réseaux de her ne se mennesker considèrent ikke pas nødvendigvis forcément ser comme sig les selv messagers som dociles du frivillige Kremlin. talerør for Kreml. De kan typisk have oplevelsen af, at de Ils pensent avoir acquis les informations kritisk og reflekteret qu'ils har propagent de manière tilegnet sig critique denne et her prudente. information, som de så nu distribuerer på forskellig vis. Og det siger noget C'est om, comme ça que fonctionne la hvordan russisk propagande propaganda russe. også virker. Il est Netop inutile de ved, at man forcer ikke les gens à nødvendigvis avaler des behøver at slogans fodre pro-Kremlin, folk med puisqu'on peut les amener à les pro-kremlske trouver par budskaber, men man eux-mêmes. kan få dem til selv at opsøge. J'ai rendez-vous avec l'un des plus éminents spécialistes de la marine en Europe pour qu'il évalue les informations de notre source britannique sur Nord Stream. Je vous débarrasse? Oui. Un verre d'eau? Volontiers. J'aimerais d'abord vous demander de lire ceci. Ce sont des informations qui en disent très long. Comment ça? Le bateau se trouve précisément dans la zone où a eu lieu l'une des explosions. Rien que cela, c'est hautement suspect, parce qu'il n'opère pas à cet endroit d'habitude. D'accord. Vous voulez voir les données à ce sujet? Oui, s'il vous plaît. Il y a deux passages quasiment au même endroit, juste au-dessus de Nord Stream 2. Oui, ça c'est Nord Stream 1. 2 heures plus tard, il est là. Et il se déplace très lentement. On peut imaginer que le premier bateau effectue une reconnaissance et qu'en toute logique, le second exécute la mission. Jusqu'à présent, je n'avais pas connaissance de ces preuves. Si nous avions eu ces informations tout de suite, le tableau aurait été très différent. Au moins 2 bateaux présentent un comportement inhabituel, voire suspect.
Il est difficile de trouver une autre explication à cela. Og det er lige meget, hvad du siger. Det er lige meget, hvad du siger i forhold til de der gasrør, som nu er blevet sprunget i luften og ligger og alle sådan nogle ting der. Det er lige meget, hvad du kommer med argumenter, så er det Putin. Det er lige meget, hvad du kommer med, så er det Putin. Jamen har du hørt, at faktisk at USA og så videre, de gik meget, altså Nordstrøm, de hader det, og Joe Biden har faktisk stået og sagt på et pressemøde, at lige meget hvad, så skulle de nok få bugt med de der rør. Nej, det er Putin! Hvorfor finder befolkningen sig at blive lovet for? Tak skal I have. Tak til Kasper Wagner, og giv ham en rigtig stor hånd. C'est forcément les États-Unis. Deux tiers de la population mondiale pensent que c'était les États-Unis. D'où tenez-vous ces chiffres? De sondages réalisés sur 18 000 participants. L'OTAN a bombardé de nombreux pays depuis 1945. 30 millions de morts. L'OTAN n'a jamais servi la démocratie et la paix. Jamais. Les fuites n'ont pas encore été suffisamment analysées pour identifier un responsable. Comment pouvez-vous être sûr que c'est l'OTAN? Il y a quelques semaines, l'OTAN a réalisé des exercices de bombardement sous-marin près de Bornholm. C'est un indice très clair. Biden et la diplomate américaine Victoria Nuland ont dit qu'ils voulaient que Nord Stream soit débranché. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous travaillez pour qui? Pour DR. La télévision publique. Alors, c'est encore une interview qui ne sera pas diffusée, puisque vous faites de la désinformation. On fait de la désinformation? Vous ne dites pas aux Danois que 15 000 Ukrainiens russophones ont été bombardés par les nazis. Voilà pourquoi vous faites de la désinformation. Merci. Pour confirmer la localisation des bateaux russes indiqués par James, nous contactons la société norvégienne KSAT, un des leaders de la surveillance par satellite. Nous allons tenter de trouver ces bateaux sur des images satellites. On peut rendre visibles les navires fantômes. Ils apparaissent sous la forme de points blancs. Ils brillent dans l'obscurité. Dans cette zone, là. On aimerait vérifier ces positions. D'accord. 9h50. 9h50, départ de Baltisk. Là, j'ai les chiffres depuis Kronstadt. 1, 2, 3. 11 positions entre Kronstadt et Baltisk. On peut vérifier d'autres positions? Bien sûr. On a passé 1 heure avec un employé de KSAT à vérifier les localisations avancées par notre source britannique. Tony va nous donner une liste des positions qui apparaissent sur les images satellites pour qu'on puisse faire la comparaison. Comme ça, on y verra plus clair. Les pays scandinaves devraient craindre la désinformation russe. La Russie est persuadée qu'elle ne peut gagner cette guerre qu'avec le déclin des démocraties occidentales. L'histoire récente des démocraties les plus stables et les plus riches
peut donner l'impression que la démocratie, c'est comme le soleil et l'oxygène, qu'elle sera encore là demain. Qu'en cas de problème, elle se relèvera toujours, que les hauts et les bas font partie de l'histoire. Mais les démocraties sont comme les gens. Elles peuvent souffrir de maladies chroniques et parfois elles peuvent mourir. Le but de la désinformation russe, c'est que nous, les citoyens, nous nous traitions les uns les autres comme des ennemis. Cela fait maintenant près de 3 mois que nous travaillons sur l'affaire Nord Stream. Le monde entier veut connaître les responsables et savoir ce qui s'est passé. Nous avons peut-être des données uniques, susceptibles de révéler l'identité des coupables. Je suis aujourd'hui à Tromsø pour rencontrer des spécialistes de l'imagerie satellite. J'espère qu'ils pourront confirmer les informations que j'ai obtenues grâce aux données radio, afin qu'il n'y ait plus le moindre doute. Nous avons trouvé 14 images qui coïncident avec l'itinéraire des bateaux. Nous avons également des images optiques à haute résolution des ports en question. Ok, voyons ça. Il y a un bon point de repère. Un bras de grue qui se trouve à la proue, tel qu'on le voit ici. Il est présent sur les 2 images. Le mât de proue est également bien visible. Il est très haut. On le voit sur ces 2 images. Vous êtes d'accord, Tony? Oui. Nous avons constaté que le Sibiriakov a quitté Lomonosov pour se diriger vers l'île de Gogland, puis vers cette zone. Les données radio et satellites concordent jusque-là. J'ai trouvé 2 bateaux qui semblent à l'arrêt. On ne voit pas de sillage. Ce bateau se trouve à environ 3 km du lieu de l'explosion. Et celui-ci est littéralement au-dessus d'un des sites d'explosion. KSAT a trouvé 2 bateaux russes sur des images satellites, non loin de l'endroit où les explosions ont eu lieu quelques mois plus tard. Les images satellites placent les navires russes aux mêmes endroits que les données de James. Mais ça ne permet pas d'en déduire l'identité des responsables de ces explosions. En revanche, nos recherches approfondies sur les images satellites et les données radio situent bien ces navires là où les explosions ont eu lieu plus tard. Les attaques sur Nord Stream ont été menées à bien par quelqu'un qui ne s'attendait pas à être démasqué ou attrapé. C'était le premier cas avéré de conflit sous-marin, de guerre hybride, ayant pour but d'influencer la politique internationale. Cet acte joue sur le fait que le grand public ignore qui en est l'auteur, même s'il a des soupçons. Beaucoup de gens comblent cette ignorance avec leurs propres théories, leurs idées reçues ou leurs suppositions. Alors plus nos informations sont neutres et directes, mieux c'est.
Durant la finalisation de ce film, James a identifié des échanges de communication émanant d'un autre navire russe qui aurait mené des opérations dans les fonds marins. C'était 5 jours avant l'attaque du gazoduc Nord Stream. Via son ambassade russe à Copenhague, nous avons interrogé la Russie sur la présence de navires russes autour du site de l'explosion du gazoduc Nord Stream en juin et septembre 2022. L'ambassade n'a pas souhaité faire de commentaires. Le porte-parole du président Poutine, Dmitri Peskov, a nié publiquement que la Russie planifiait des actes de sabotage contre des installations énergétiques en Europe. Il a souligné la nécessité d'une enquête internationale rapide et sérieuse sur les attentats contre le gazoduc Nord Stream. En juin 2023, les médias internationaux ont indiqué que les services de renseignement occidentaux auraient eu connaissance dès juin 2022 de projets d'attentats de l'Ukraine contre les gazoducs Nord Stream. Des enquêteurs allemands étudient une possible responsabilité de l'Ukraine dans les explosions. Le président Zelensky nie toute implication dans les attentats.